Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près une affaire où la science et des preuves médicales irréfutables ont mis à mal une illusion savamment orchestrée pendant des mois. C'est l'histoire d'un paradoxe biologique auquel les forces de l'ordre se sont confrontées au bord d'une autoroute, et comment la vérité s'est révélée bien plus troublante que quiconque ne l'avait imaginé. Avant de commencer l'enquête, j'ai une grande faveur à vous demander. Si vous appréciez ces analyses approfondies, soutenez la chaîne. Vos j'aime, vos abonnements et vos commentaires me permettent de continuer à vous proposer des reportages comme celui-ci. N'hésitez pas à partager vos impressions au fur et à mesure. Je lis toujours vos commentaires avec attention. Passons maintenant aux faits. Le matin du 9 octobre 2020, sur une autoroute près de la frontière entre le Texas et l'Oklahoma, un agent de patrouille poursuit une Toyota Corolla qui zigzague de manière imprévisible. Le comportement du conducteur est si erratique qu'à pleine vitesse, la voiture percute un faucon qui vole au-dessus d'elle. L'oiseau se coince dans la calandre et c'est seulement à ce moment-là que le véhicule se gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Freinant brusquement, le policier sort de sa voiture et s'approche de la fenêtre du conducteur. Ce qu'il voit transforme instantanément un simple contrôle routier en une situation d'urgence absolue. Au volant, une femme est vêtue de vêtements complètement imbibés de sang. Sur ses genoux repose un nouveau-né qui ne produit aucun son. Le cordon ombilical n'a pas été coupé. Il a simplement été rentré à la hâte dans la ceinture de son legging de sport. La femme crie que son fils est né environ 35 minutes plus tôt, alors qu'elle conduisait encore. Dans le même temps, elle refuse toute assistance médicale et refuse d'être conduite à l'hôpital le plus proche, au Texas. Au lieu de cela, elle exige agressivement que les policiers l'escortent de l'autre côté de la frontière, jusqu'à un hôpital d'Idabel, en Oklahoma, insistant sur le fait que son mari l'y attend déjà. Par pur hasard, une infirmière hors service passe par là. Dès qu'elle réalise qu'il y a une urgence sur le bas-côté, elle se gare et se précipite vers sa voiture. Voyant que le nouveau-né est devenu cyanosé, elle commence immédiatement un massage cardiaque. Peu après, le secouriste Elton Crossland arrive. Pendant que l'équipe médicale s'efforce de sauver le nourrisson, le comportement de la conductrice stupéfie tout le monde. Au lieu d'assister à la réanimation, la femme s'empare d'une bouteille d'eau et d'une serviette. Avec un dégoût évident, elle se met à frotter le sang sur ses jambes, se plaignant à voix haute d'être si sale. Alors que les secouristes examinent minutieusement le nouveau-né, les premières incohérences majeures apparaissent dans leur rapport. Le bébé est complètement froid au toucher. Il n'y a aucune trace de la couche protectrice crémeuse normalement présente sur un nouveau-né dans les premières heures suivant sa naissance. Plus révélateur encore, les fluides et le sang sur le corps du nourrisson ont déjà complètement séché. Pour tout professionnel de santé expérimenté, la conclusion est évidente. Cet accouchement n'a pas eu lieu 35 minutes plus tôt, et certainement pas au volant de cette voiture. La femme indique aux secouristes que sa date d'accouchement prévue était le 30 septembre, mais la date affichée est le 9 octobre. Logiquement, on aurait dû s'attendre à un nouveau-né à terme, voire même en dépassement de terme. Au lieu de cela, l'équipe médicale tient un bébé prématuré. Dans l'ambulance, les médecins découpent le legging ensanglanté de la patiente. Ce faisant, le placenta tombe sur le sol. Même alors, la conductrice s'obstine à maintenir sa version des faits, insistant sur le fait que l'accouchement s'est produit subitement au volant, tandis que le personnel médical l'habillait d'une blouse d'hôpital propre. Un détail saute aux yeux. Cette blouse propre était déjà préparée et attendait sur le siège passager avant l'arrivée de quiconque. Sous escorte policière, la femme est conduite aux urgences d'un hôpital de l'Oklahoma. Le gynécologue obstétricien
De Garde prend en charge l'examen. Celui-ci ne révèle aucune déchirure, aucune lésion microscopique, ni aucune des modifications utérines normalement observées après un accouchement récent. Afin de trancher définitivement la question, scientifiquement, le médecin prescrit une analyse de sang pour doser l'hormone chorionique gonadotrope, HCG. Cette hormone de grossesse est naturellement présente en très grande quantité pendant la grossesse et reste détectable pendant plusieurs semaines après l'accouchement. Les résultats du laboratoire anéantissent complètement le récit de la femme. On ne trouve pas la moindre trace d'HCG dans son sang. Les preuves médicales sont irréfutables. Cette femme n'était pas enceinte et, physiologiquement parlant, elle n'aurait pas pu accoucher. Désormais, seuls les faits demeurent, un nouveau-né cyanosé et inerte, du sang séché à l'intérieur de la Toyota, et une femme dont le récit vient d'être invalidé par des analyses en laboratoire. Si la science exclut formellement l'accouchement, une question devient incontournable. De qui était ce fils qu'elle transportait sur cette route? Pour y répondre, il faut remonter 5 ans en arrière. C'est là que tout a commencé. En 2015, Taylor Parker, la femme de la Toyota ensanglantée, est admise à l'hôpital après une grossesse extra-utérine. Son état nécessite une intervention chirurgicale d'urgence. Les médecins pratiquent une hystérectomie totale, lui retirant l'utérus. Son dossier médical atteste d'un fait indéniable. À partir de ce moment, Taylor Parker perd définitivement la capacité physique de mener une grossesse à terme. Cette information sera plus tard confirmée officiellement par sa mère et ses ex-maris. Quelques années plus tard, Taylor rencontre Wade Griffin lors d'un rodéo au Texas. C'est un simple chef d'équipe couvreur. Très vite, Parker se met à inventer une version entièrement fictive de sa vie. Elle raconte à Wade qu'elle est l'héritière incroyablement riche des fortunes Morton Salt et Blackburn. Pour rendre son histoire crédible, Taylor commence à falsifier des documents financiers. Elle rédige de faux chèques de banque d'un montant de 150 000 $ et les montre fièrement à Wade. Ensuite, elle crée plusieurs faux comptes de messagerie, prétendant qu'ils appartiennent à des parents, riches et influents, qui n'existent pas. Grâce à ces comptes, Parker s'envoie régulièrement des courriels, simulant ainsi une correspondance professionnelle et familiale normale. Lorsque Wade commence à demander pourquoi les millions promis n'ont jamais été versés sur leur compte, Taylor invente une histoire encore plus rocambolesque. Elle prétend être traquée par des hommes de main liés à un cartel mexicain. Face à cette chaîne de mensonges, une question me taraude. Pourquoi un homme adulte n'a-t-il pas pris 5 minutes pour vérifier ces histoires en ligne? Mais les comptes rendus d'interrogatoire confirment un fait simple. Griffin n'a pas remis en question un seul mot de ce qu'elle a dit. Très vite, Parker passe à l'étape suivante de son plan et annonce à Wade qu'elle est enceinte. Comme une grossesse lui est médicalement impossible, elle commande en ligne un faux ventre de grossesse en silicone pour 130 $. Le kit comprend plusieurs prothèses conçues pour imiter les différents stades de la grossesse, permettant ainsi à sa taille de s'élargir progressivement. Parallèlement, Taylor achète de fausses échographies et de faux tests de grossesse positifs qu'elle imprime pour les montrer à Wade. Afin de rendre l'histoire parfaitement crédible aux yeux de leur entourage, elle organise une séance photo de maternité professionnelle en plein mois d'août et même une grande fête pour révéler le sexe du bébé. Chez eux, Taylor exerce un contrôle total. Elle interdit formellement à Wade de toucher son ventre. Elle prétend être terrifiée à l'idée que la moindre pression puisse nuire à l'enfant à naître ou entraîner des complications pendant toute la grossesse. Griffin accepte sans réserve cette explication et garde ses distances pendant ce qu'il croit être toute la grossesse. Puis, au printemps 2020, les hôpitaux américains instaurent des restrictions sanitaires strictes. Parker comprend rapidement
que ces règles jouent en sa faveur. Les jours de ces prétendus rendez-vous prénataux, Wade l'a conduite à la clinique de santé des femmes, mais attend sur le parking. Le règlement hospitalier de l'époque interdisait aux visiteurs d'accompagner les patientes dans les salles d'examen. Par conséquent, Griffin ne parle jamais à un médecin et ne voit jamais d'écran d'échographie. Toutes les informations concernant la grossesse proviennent exclusivement de Taylor. La fausse grossesse se prolonge pendant 10 mois, une durée incroyable. Les proches de Wade commencent à se rendre compte que le calendrier ne tient pas la route. Sa mère apprend l'hystérectomie de Taylor par des connaissances communes et dit directement à son fils que Parker ne peut pas être enceinte. Taylor riposte immédiatement en accusant sa famille de répandre des mensonges. Elle monte Wade contre ses propres proches. Finalement, il coupe les ponts avec sa famille et s'isole complètement, laissant Parker contrôler totalement les informations qu'il reçoit. À ce stade, le temps presse. Une fausse grossesse ne peut pas durer éternellement. La date d'accouchement fictive est déjà passée. La famille de Wade a été mise à l'écart. Désormais, Parker a besoin d'une chose plus que tout, un nouveau-né vivant pour que son histoire paraisse crédible. Pour cela, il lui faut une vraie femme enceinte. C'est alors que son attention se porte sur Regan Hancock, 21 ans. Regan vit à New Boston, une petite ville du Texas. Elle et sa fille, Kinley, mènent une vie paisible. Elle est active dans son église locale et se prépare à épouser son fiancé, Homer. Taylor commence à s'immiscer dans la vie de Regan, petit à petit. Elle lui propose ses services de photographe pour le mariage. C'est le rôle idéal pour gagner sa confiance. Un photographe a une raison légitime d'être présent à chaque étape de la célébration, afin d'immortaliser les moments les plus importants. Peu après le mariage, Regan annonce qu'elle attend un garçon. Les médecins estiment que l'accouchement est prévu pour novembre. Dès que Taylor l'apprend, elle ajuste soigneusement le calendrier de sa fausse grossesse pour qu'il coïncide avec celle de Regan. Les deux femmes commencent à communiquer régulièrement. Elles échangent des messages, parlent d'acheter des couches et du lait infantile, et discutent des préparatifs pour l'arrivée du bébé. Taylor montre sans cesse à Regan son ventre de femme enceinte en silicone qui grossit et lui partage même de fausses échographies. Vous savez, chaque fois que j'examine les preuves de cette étape de l'affaire, je reviens toujours à la même question. Comment reconnaître une menace lorsqu'elle est dissimulée sous une apparence si banale? La plupart d'entre nous s'attendent à ce que le danger vienne d'un inconnu agressif. Mais ici, il s'agit d'une personne assise sur le canapé de la future victime, sirotant tranquillement son café du matin dans un gobelet en carton. Aucune hostilité manifeste, juste une tentative calculée de recueillir des informations, dissimulée derrière l'image d'une amie attentionnée. Le 8 octobre, la pression atteint son paroxysme. Parker décide de cibler une personne au hasard. Elle se rend en voiture à une clinique de santé pour femmes, s'assoit sur un banc à l'extérieur et y reste exactement 2 heures. Plus tard, les enquêteurs découvrent une liste de numéros de plaques d'immatriculation sur son téléphone. Taylor avait enregistré les véhicules des femmes se rendant à la clinique. Mais ce plan tombe à l'eau pour une raison simple. Presque toutes les femmes enceintes quittent le bâtiment, accompagnées de leur mari, de leur conjoint ou d'un membre de leur famille. Commettre une agression en plein jour, avec des témoins partout, est tout simplement impossible. Regan apparaît donc comme la seule option réaliste pour Taylor. Plus tard, dans la même journée, le 8 octobre, Parker passe tranquillement chez Regan Hancock. Les deux femmes passent du temps ensemble dans la chambre du bébé, discutant paisiblement tout en triant des vêtements. La veille au soir, elle met son plan à exécution. Il reste un dernier obstacle à franchir pour Parker, annuler la fausse livraison promise à Wade. Taylor télécharge une application de modification de voix et appelle anonymement un hôpital régional. Elle signale la présence d'une bombe dans le bâtiment. L'hôpital déclenche immédiatement un dispositif de sécurité d'envergure.
Au matin, Taylor a l'explication parfaite pour justifier le refus d'admission des médecins. Ayant désormais plus de temps, Parker ne ferme pas l'œil de la nuit. Jusqu'au lever du soleil, son historique numérique révèle une série de recherches Internet très ciblées. Elle regarde des tutoriels vidéo sur la césarienne et étudie des guides médicaux sur la réanimation d'un nouveau-né prématuré. À ce moment-là, le plan est pleinement opérationnel. Le matin du 9 octobre commence par un isolement total. Avant l'aube, Taylor passe à la phase active de son plan. Son premier objectif est de faire quitter la ville à Wade afin d'avoir toute latitude pour agir. À l'aide d'une application masquant les numéros de téléphone, Parker envoie un SMS à Wade en se faisant passer pour un client potentiel. Le message lui demande de toute urgence de livrer 150 sangliers à un ranch isolé de l'Oklahoma. Ignorant tout de la situation, Wade démarre son pick-up et prend la route pour 4 heures. La zone est ainsi sécurisée. À 7h50 ce matin-là, Homer, le mari de Regan, part au travail. Taylor est déjà à proximité et l'observe discrètement s'éloigner. Une fois à l'intérieur, son premier réflexe est de prendre le téléphone de Regan. Elle doit gagner du temps et s'assurer qu'Homer n'ait aucune raison de faire demi-tour. Grâce au téléphone de Regan, Taylor envoie à Homer une série de SMS. Ces messages affirment que Regan est lasse de son mariage, que leur relation est au point mort et qu'elle souhaite divorcer immédiatement. Choqué par ce changement de ton soudain, Homer tente de comprendre ce qui se passe par SMS, mais il reste au travail. À l'ère des smartphones, nous accordons une confiance aveugle à ce qui s'affiche sur un écran. Un message arrive de votre femme, et vous ne vous demandez jamais qui l'écrit. C'est la forme parfaite de sabotage numérique. Entre 9h14 et 9h26 ce matin-là, les relevés des antennes relais établissent un fait indéniable. Le téléphone principal de Taylor, son portable jetable et celui de Regan s'éloignent tous de la maison simultanément dans la même direction. Plus tard, Parker détruit le téléphone de Regan, effaçant toute trace. Puis, à 9h43, le hasard change la donne. Une voisine d'en face remarque le labrador de la famille Hancock qui erre sur la route et constate que la porte du garage est entr'ouverte. Elle envoie un SMS à Homer. Inquiet, il appelle immédiatement Regan à plusieurs reprises, à 9h58, 10h02, 10h04 et 10h06. Personne ne répond. Paniqué, il demande à sa voisine d'aller voir. Vers 10h15, la mère de Regan, Jessica, entre. Le sol du salon est couvert de sang. Regan, 21 ans, est décédé et son nouveau-né a été extrait de force de son corps. Seule une autre personne de la famille est encore dans la maison. Kinley, 3 ans, la fille aînée de Regan. Kinley est en état de choc, mais n'a pas de blessure physique. Jessica appelle frénétiquement les secours, et c'est à ce moment que la répartitrice fait le lien crucial. Après avoir entendu le signalement concernant le nouveau-né, elle fait le lien avec une autre urgence survenue 1 heure plus tôt. La femme couverte de sang s'est arrêtée sur l'autoroute avec un nouveau-né dans sa voiture. Tout s'éclaire soudainement. Pour les enquêteurs, c'est une avancée décisive. Inutile de lancer une chasse à l'homme de grande envergure. Leur principal suspect est déjà en garde à vue. L'enquête se déplace immédiatement sur les lieux du crime à New Boston. Les premiers policiers, arrivés sur place, sont confrontés à une scène si macabre que certains de leurs collègues doivent être rappelés à l'ordre. Homer consent à la perquisition de son domicile, mais l'enquêteur principal prend une décision de procédure ferme. Les lieux resteront intacts jusqu'à l'obtention d'un mandat de perquisition. Une simple erreur dans l'enquête pourrait compromettre toute l'affaire au tribunal. Ils perdent un temps précieux, malgré l'alibi irréfutable fourni par les caméras de surveillance du lieu de travail d'Homer. La maison est bouclée. Dès lors, l'affaire est entre les mains de la police scientifique. En pénétrant dans la maison des Hancock, les techniciens de la police scientifique écartent d'emblée la thèse de la dispute conjugale ou de la légitime défense. Les dégâts constatés dans le salon indiquent une agression délibérée et méthodique. Après avoir examiné d'innombrables enquêtes criminelles, j'ai constaté que beaucoup d'affaires étaient motivées par l'émotion.
Mais ici, ce qui frappe, c'est le niveau de planification et l'intention calculée qui sous-tendent chaque action. L'examen médico-légal a révélé plus de 100 blessures par arme blanche sur le corps de Reagan. Les enquêteurs ont également relevé 39 impacts contondants à la tête. L'arme s'est avérée être un bocal en verre lourd d'environ 2 kg, rempli de sable décoratif, rose et bleu. Il s'agissait d'un souvenir de mariage exposé chez les Hancock. Taylor l'a utilisé comme arme lors du crime, mais le détail le plus important réside dans la configuration des blessures. Sur plus de 100 plaies par arme blanche, aucune n'a touché l'abdomen de Reagan. Toutes les blessures sont concentrées sur sa tête, son cou et le haut de sa poitrine. Parker a agi avec une précision chirurgicale, protégeant ce qu'elle considérait comme son seul objectif, sa fille à naître. Pour extraire le bébé, Taylor a utilisé un scalpel vétérinaire qu'elle avait apporté. Plus tard, les experts médico-légaux ont retrouvé un fragment brisé de cette fine lame dans le cou de Reagan. Ensuite, l'agresseur pratiqua une profonde incision, allant de l'oreille à la gorge. À ce stade, l'acte n'avait plus rien à voir avec l'accouchement. Il visait à s'assurer absolument que la victime ne survivrait pas. Lors de l'examen des résultats de l'autopsie, un détail frappa le médecin légiste plus que tout autre. De minuscules fragments de tissu utérin de Reagan ont été retrouvés sous ses ongles. Cela signifiait qu'elle était restée consciente bien plus longtemps que les enquêteurs ne l'avaient d'abord cru. Alors qu'elle perdait beaucoup de sang, la jeune mère s'est battue jusqu'à son dernier souffle. À main nue, elle a tenté de se maintenir en vie tout en protégeant sa fille. Le plus déchirant, c'est que pendant toute l'agression, Kinsley, 3 ans, était caché sous une couverture dans la pièce voisine. Elle a tout entendu, sans être remarquée. Une fois sa mission accomplie, Parker se heurte à un problème inattendu. Le sol du salon est couvert de sang. La lutte a été si violente que les enquêteurs devront plus tard récupérer les chaussures des policiers intervenus afin de distinguer leurs empreintes de celles de l'agresseuse. Si Taylor sortait avec ses sandales ensanglantées, elle laisserait une trace qui la mènerait directement à elle. Elle prend une décision froide et pragmatique. Elle retire les sandales tachées de sang et les laisse sur place. Puis elle trouve une paire de baskets propres de Reagan, les enfile et quitte la maison. Des mois plus tard, ces sandales abandonnées deviennent l'une des preuves matérielles les plus accablantes de l'affaire. L'accusation doit prouver que les empreintes de chaussures ensanglantées sur le carrelage proviennent précisément de cette paire. Les enquêteurs retrouvent le même modèle sur eBay. Dans un laboratoire médico-légal, ils reconstituent le sol de la maison des Hancock, le recouvrent de sang de donneur et demandent à un enquêteur de marcher dessus avec les sandales correspondantes. L'empreinte obtenue correspond parfaitement. La science ne se fie pas aux histoires. Elle documente les faits. À l'automne 2022, le procès commence enfin. La défense tente d'éviter à Taylor la peine de mort en présentant un argument qui stupéfie la salle d'audience. Ses avocats affirment que, légalement, on ne peut pas kidnapper une personne déjà décédée, arguant que le nourrisson n'était pas né vivant. Mais le dossier médical anéantit complètement cet argument. Lorsque la petite Braxline Sage est arrivée à l'hôpital, les médecins ont enregistré un pouls de 58 battements par minute. Elle était vivante lorsqu'elle a été enlevée de la maison. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Taylor réagit tout au long du procès. On pourrait s'attendre à des larmes ou à un signe de remords. Au lieu de cela, Parker arrive au tribunal avec un masque orné de tournesol. C'était la même fleur qui avait été choisie comme thème central du mariage de Reagan. Même en prison, l'accusée continue d'échafauder de nouveaux stratagèmes. Elle recherche des soutiens fortunés par correspondance, propose de faux aveux en échange de faveurs et tente même de recruter de faux témoins pour $500, dissimulant ses instructions dans les marges de grille de Sudoku.